Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Je suis ravie de vous retrouver pour la toute première fois en cette année 2021. Recevez mes vœux les meilleurs. Ceci dit, au sommaire de ce 13h, nous vous proposons un titre unique. Comme vous pouvez vous en douter, nous parlerons de la composition du nouveau gouvernement d'Abiré, enfin connu. Depuis hier, 10 janvier, les Burkinabés ont pris connaissance de leur nouveau ministre. Quelques changements sont à noter, dont l'entrée de Zéphirin Diabré dans l'Union pour le progrès et le changement. Et par rapport à cette actualité, nous recevrons sur notre plateau notre chef desk politique, Bernard Bougma. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. À l'instant. Et nous commençons donc avec Christophe Dabiré, Premier ministre burkinabé, reconduit le 5 janvier dernier. Il a dévoilé hier le nom des membres de son gouvernement. Zéphirin Diabré, jusque-là chef de file de l'opposition, fait son entrée dans cette nouvelle équipe, tout comme plusieurs autres personnalités. Dans cette formation de 33 ministres, il faut souligner 12 départs, 14 entrées et du coup, nous nous retrouvons avec 19 maintenus aussi. Avons-nous 7 ministres délégués? Adam Sakaled Ouedraogo vous en fait un point bien plus détaillé. Zéphirin Diabré, ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, c'est l'une des grosses surprises de l'équipe gouvernementale révélée ce 10 janvier, soit 4 jours après la reconduction de Christophe Marie-Joseph Dabiré. Le chef du gouvernement a également fait appel à de nouveaux visages pour porter l'action du gouvernement. Maître Benewende Stanislas Sankara est nommé ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ouseni Tamboura remplace Rémi Fulgence Dandjuno à la communication. On note également l'entrée dans le gouvernement du professeur Chalmain Ouedraogo au poste de ministre de la Santé. Le portefeuille de la culture est désormais l'affaire de Élise Tombiano, qui remplace Abdoul Karim Sango. C'est aussi une femme qui est désormais aux commandes du ministère en charge de la justice. En effet, René Bagoro est débarqué au profit de Victoria Ouedraogo Kibora, précédemment secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministère de l'eau et de l'assainissement est un nouveau patron à la personne de Ousmane Nakro. Modeste Yerbanga et Dominique Marie-André Nana, tous deux nouveaux ministres, héritent respectivement du ministère des Ressources animales et de celui des Sports. Oumarou Idani quitte le gouvernement et voit son ministère en charge des mines rattaché à celui de l'énergie, qui reste la propriété de Bachir Ismaël Ouedraogo. L'autre fait marquant dans la composition de l'équipe gouvernementale est le retour de Clément Savadogo, qui remplace Siméon Savadogo, désormais ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Au titre des ministres délégués, Maxime Koné, Aimé Zongo et Louise Ango sont à leur première expérience en tant que membres du gouvernement. Pour ce nouveau gouvernement d'Abiré, un du second quinquennat de Rochma Christian Kaboré, on enregistre donc 12 départs, 14 nouveaux ministres et 19 ministres qui ont été reconduits. Voilà, Bernard Bougma, vous venez donc de suivre ce reportage en même temps que nos téléspectateurs. Et tout de suite, la question qui me vient à l'esprit, c'est quel regard vous portez sur ce nouveau gouvernement? Alors, c'est un nouveau gouvernement qui a été longtemps attendu après l'investiture du président le 28 décembre, la démission du Premier ministre le 30 décembre, sa reconduction le 5, donc c'est autant de jours attendus pour reconduire un Premier ministre et également autant de jours attendus pour connaître enfin la composition du gouvernement. Je pense qu'on est pratiquement à 13 jours après, donc à ce temps. Donc il y a eu plusieurs dates qui ont été données, plusieurs rendez-vous qui ont été donnés qui n'ont pas été respectés. Finalement, c'est arrivé. Ce que je pense premièrement, c'est que c'est un gouvernement avec le MPP qui conforte sa position sur les ministères régaliens. Donc, deuxième constat, c'est qu'il y a un nouveau venu au sein de la majorité, c'est l'UPC, à travers la personne du président Zéphirin Diabré. Troisième lecture, c'est que le NTD, qui a eu quand même un gros morceau au niveau de la majorité, se contente également d'un seul poste de ministère. La quatrième lecture que je fais de ce gouvernement, c'est que ça rabat les cartes au niveau de l'opposition burkinabé, parce que maintenant, l'opposition burkinabé n'aura que 25 députés. 25 députés, 20 pour le CDP, 3 pour la DFRDA et 2 pour l'Agir ensemble. Donc 25 députés, parce que l'UPC rejoint également le camp de la majorité. Donc la majorité s'en sort maintenant avec 102 députés sur les 127 qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale. Alors l'autre lecture que effectivement je fais, c'est que les partis dits insurgés qui ont fait l'insurrection populaire se retrouvent à gérer le pouvoir, et c'est ceux qui ont été chassés entre griffes le 30-31-2014 qui se retrouvent à l'opposition. C'est vrai que maintenant des partis qui sont nés des rangs des insurgés, qui étaient à l'opposition, n'ont pas encore déterminé clairement leur positionnement par rapport
comme Jean-Hubert Bazier de l'Espoir, comme le MPS de Zida, donc, dont la présidence est assurée par l'Ouada. Mais quoi qu'il en soit, il y a une recomposition de la carte politique du Burkina. Et c'est le constat également que je fais. Mais est-ce que, du coup, on peut parler de gouvernement d'union? Pas forcément pas un gouvernement d'union en tant que tel, parce que les gouvernements d'union nationale sont le fait de crise, parce qu'on parle d'union nationale, donc c'est le fait de crise, et c'est pour une mission bien déterminée et une période bien déterminée. Donc un gouvernement d'union nationale ne peut pas être là sur une longue durée, parce qu'il a beaucoup de limites, le gouvernement d'union nationale. Les ministères deviennent l'apanage d'un parti politique, et ils en font ce qu'ils veulent. Alors, parce que le gouvernement d'union nationale suppose une feuille de route claire, des objectifs à atteindre avec une durée, un cahier de charges bien défini. Maintenant, ici, je pense que c'est beaucoup plus une ouverture. Mais le président a été soutenu par beaucoup de partis politiques, 72 partis politiques, si mes calculs sont bien, qui l'ont soutenu. Donc, il y a également à penser à ces partis. Pas forcément, parce que cette union existait déjà même avant son élection. Alors que quand on parle d'union nationale, au départ, il n'y avait pas ce minimum d'entente. Alors qu'ici, que vous prenez tous les autres partis qui ont eu des sièges, que ce soit le PDC, le MBF de Daouda Simboro, l'UNIR et autres, ils étaient d'accord avec la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré. Le nouveau venu, c'est Zéphirin Diabré, mais ce n'est pas suffisant pour parler d'union. Nous allons rester justement sur Zéphirin Diabré parce que c'est le poste qui suscite le plus donc de discussions. Il a donc le poste du ministre d'État, ministre auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Donc, il y a eu quelque part, vous l'avez dit dans votre deuxième point, une alliance. Est-ce que c'était prévisible? C'était prévisible. Prévisible dans la mesure où, en réalité, entre le président Roch-Marc Christian Kaboré et Zéphirin Diabré, qui ont travaillé ensemble dans des gouvernements précédents avant, il n'y a pas une grande opposition en tant que telle. Pour des gens qui ont fait l'insurrection populaire ensemble, il n'y a pas une grande opposition et puis il n'y a pas un problème de personne entre eux. Donc, ce n'était pas aussi chose difficile à voir. Maintenant, la réalité de la chose politique fait que chacun avait pris son chemin, même après 2015. Maintenant, avec la nouvelle configuration, l'on voyait venir les choses parce que dans les rangs de l'UPC, les cadres ont été clairs. 90% des cadres, au lendemain de la publication des résultats, étaient favorables à aller à la majorité. Donc, le secrétaire national avait d'ailleurs sorti une note à ce niveau. Maintenant, on ne le voyait pas beaucoup plus à ce poste parce que pour certains, ça allait être à la primature compte tenu de son calibre, de sa connaissance et de ses capacités de management. Donc, les uns et les autres voyaient M. Diabré beaucoup plus à la primature. Maintenant, avec la nouvelle donne, avec une feuille de route à la réconciliation nationale, c'est peut-être là que les uns et les autres n'ont pas vu venir. Mais là aussi, il y a un avantage. Monsieur, il n'est pas clivant, il n'a pas de problème de personne au niveau de la classe politique burkinabé. L'autre avantage qu'il a, c'est qu'il parle bien comme on le dit, et puis c'est quelqu'un qui a milité dans l'ODPMT, CDP avec les mêmes Roch-Marc Christian Kaboré, les mêmes Simon Compaoré et autres, qui a des camarades au niveau du CDP actuellement, et qui a des camarades au niveau du MPP. Donc, j'ai dit bien qu'il n'a pas de problème de personne. Donc, il va aussi se retrouver avec ceux qui avaient claqué la porte avant lui pour créer le MBF et rejoindre la majorité. Donc, c'est également des retrouvailles. Donc, je pense qu'il pourra, pour cette feuille de route, il peut aussi. Donc, c'était plus ou moins prévisible, mais peut-être pas à ce poste. Mais il a le profil aussi à l'emploi parce que, j'ai dit, il n'est pas clivant, il n'a pas de problème de personne et il a cet avantage-là d'avoir un réseau. Il est membre du réseau international libéral au plan international et au niveau du Burkina. Pour avoir été ancien ministre, il a également plusieurs amis qui comptent même au niveau de la société civile et c'est un avantage pour lui. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas dans le secret des dieux, Bernard Bougma, mais le regard du desk politique voit quoi? Est-ce que, selon vous, il pourra mener à bien cette mission, cette nouvelle casquette qu'il devra porter? C'est vrai qu'il y a des avantages que vous avez tout de suite brossés. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette mission qu'il doit assurer? Alors, son succès à ce poste-là dépend de plusieurs facteurs, dont la sincérité des différents acteurs. Aller au dialogue suppose accepter de faire des concessions, ne pas aller avec des préalables ou des prérequis. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, étant donné que c'est un homme politique, il a à arrondir effectivement les angles. Que ce soit avec ceux du CDP qui ne prônent que le retour de Blaise Compaoré, que ce soit avec ceux de la société civile qui ont également un certain nombre de choses à régler, que ce soit aussi avec les familles des victimes de la violence en politique, des crimes de sang
et des crimes économiques. Comment est-ce qu'on gère ces dossiers en même temps qu'on veut réconcilier les Burkinabés? Dossier Thomas Sankara, dossier d'Abou Boukari, dossier Norbert Zongo, dossier de l'insurrection populaire, du coup d'État, le Hachkouroun qui est là, qui parle de réconciliation nationale, le Haut Conseil du dialogue social qui parle de dialogue social et de réconciliation nationale, le médiateur du Faso qui parle d'entente. Comme à fédérer également toutes ces trois organisations. Ouais, ça fait beaucoup. Comme à travailler à réunir les efforts de toutes ces trois organisations, faire comprendre également aux citoyens burkinabés qu'on a besoin de réconciliation, aller de l'avant, mais ne pas passer les dossiers politiques par perte de profit, ne pas sacrifier également ces injustices-là sur l'autel de la réconciliation. Tout dépendra maintenant de ce que les Burkinabés veulent mettre comme contenu au niveau de la réconciliation. Et M. Diabré seul ne pourra pas. Ça doit être l'effort de tous les Burkinabés. Donc lui, il a le background, il a l'avantage de la légitimité, mais maintenant, avec le saut de la légalité, maintenant à l'amorce du dialogue, il faudra de la sincérité et que les uns et les autres acceptent de concéder un certain nombre de lignes qui doivent bouger. Si ces conditions ne sont pas réunies, quelle que soit sa bonne volonté, ça ne pourra pas marcher. Lui seul, ça ne pourra pas marcher. Parce qu'en cas de réconciliation, on parle d'acteurs. D'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure de pas mal de départs, 14, une quatorzaine, donc 12 départs, pardon. Donc, de nouveaux visages qui sont là. Et parmi ces nouveaux visages, il faut compter avec celui donc du professeur Charlemagne Ouedraogo, qui est président de l'Ordre des médecins. Aujourd'hui, il endosse aussi une nouvelle casquette, qui est celle du ministre de la Santé. Est-ce que vous ne pensez pas que cette nouvelle fonction lui permettra d'une certaine façon de balayer du revers de la main la solution Covid-19 qu'est l'apivirine? Vous pensez que sa mission, c'est venir balayer ce qui a été enclenché comme apivirine? On ne pense pas, on veut le regard donc du desk politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez parfaitement raison, parce qu'il a enclenché un certain nombre d'initiatives par rapport à la démarche. Donc parce que dans son texte, il a dit ce n'est pas la qualité du produit qui est mise en œuvre, ce n'est pas le débat de fond, ça soigne, ça ne soigne pas, mais c'est les questions de forme qu'il remet en cause. Et il a même rappelé, la forme tient le fond en l'état. Donc de ce point de vue, c'est beaucoup plus là le problème. Alors il devient ministre de la Santé, il va hériter effectivement de ce dossier, alors que le ministère de la Recherche également qui est impliqué. Si les deux ministres vont se fâcher sur un même dossier, ça risque de ne pas être joli. Et il y a un médecin qui avait fait des écrits contre ce que l'Ordre des médecins a pris à travers la signature, à travers la sortie du professeur Charlemagne. Il l'avait convoqué en conseil de discipline, mais il a annulé il y a 3 jours la convocation. Il a fait annuler la convocation. Ça veut dire que quand même les lignes avaient commencé à bouger. Et rien ne prouve également que dans la démarche, il ne retire même pas sa plainte. C'est possible. Mais maintenant, il a le dossier en main. Ça va lui permettre de voir clair dans certains détails, parce que quand vous êtes du dehors, ce n'est pas forcément la même appréciation, de voir clair les choses, de voir clair comment est-ce que les choses se sont déroulées, et peut-être que ça peut permettre de reconsidérer un certain nombre de choses. Mais étant donné que c'est une action politique, je reste également prudent. Parce que quoi qu'il en soit, il aura les résultats sur sa main. Si c'est la procédure qui n'est pas respectée, qu'il faut reprendre la procédure, peut-être qu'ils vont dire, bon, vous n'aviez pas suivi la procédure, il faut reprendre la procédure normale avec les autorisations qui sont nécessaires. Comment est-ce que les choses vont se passer? Ça demande, ça reste une préoccupation. Mais en même temps, c'est quelqu'un aussi qui aura en charge de mettre en œuvre de façon définitive la fonction publique hospitalière. La loi sur la fonction publique hospitalière qui a permis que les lignes bougent. Donc, dossier apivirine, oui, coronavirus, oui, mais est-ce que réellement ça signe comme une fin pour le projet de l'apivirine? Bon, je ne sais pas. Ça, c'est réellement dans les jours à venir qu'on pourra apprécier. D'accord. Alors, Bernard Bougma, vous êtes le chef desk politique de 3TV et Watt FM. On va profiter au maximum de vous. Encore 2 petites questions. Vous vous doutez bien de celle-là. Nous avons donc le ministre de la Communication qui est échangé, donc Dr Ousseini Tamboura, qui remplace Fulgence Rémy Dandjinou. Que pensez-vous de ce nouveau visage à ce poste surtout? D'accord. Nouveau visage à ce poste, oui. Parce que c'est un ancien ministre délégué à l'alphabétisation, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien directeur général de l'ANPE, donc qui a été dans la réforme de certaines sociétés d'État, qui est consultant formateur, et qui a été 4e vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est quelqu'un qui a un background sur le plan administratif, sur le fonctionnement de l'administration, des institutions. Donc, et là, c'est bien. Et en même temps, l'autre avantage qu'il a, c'est un ancien député
4e vice-président de l'Assemblée nationale, donc parce qu'il est ministre chargé des relations avec le Parlement. Donc, en ce qui concerne le fonctionnement de l'Assemblée nationale, la logistique, comment est-ce qu'il faut préparer les projets de loi et tout, il y a quand même il a de l'expérience à revendre à ce niveau. Donc, c'est un avantage. Porte-parole du gouvernement, il a l'avantage aussi également de savoir parler, comme on le dit, il parle bien. Dans l'expression, c'est parler comme un livre. Donc, il parle comme un livre. Donc, c'est déjà un avantage. Mais maintenant, le gros morceau qui peut entraîner parfois des problèmes, c'est la gestion des médias publics. Parce que c'est aussi l'une des tâches du ministre de la fonction publique. Donc les médias publics, c'est là-bas qu'il y a beaucoup de bruit. Parce qu'il y a une RTB dont la réforme, pour le moment, est en suspens. Il y a des affectations qui font beaucoup de bruit. Un redéploiement jusqu'au niveau commune où on envoie maintenant des attachés de presse à pause. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Et donc la réalité aussi, elle est là implacable. Comment est-ce que ces dossiers vont être gérés? Ça, là, il est attendu. Mais en même temps, l'autre lecture, le MPP récupère entre griffes son ministère, parce que pour le MPP, il n'était pas question que le ministre qui porte la voix du gouvernement et par excellence aussi la voix du parti soit issu, ne soit pas un pur sang du parti. Alors que Ousseini Tamboura, c'est un pur produit du MPP à la création du MPP, parce que c'est vrai qu'il avait fait l'ADF, mais bon, le RPR j'ai oublié le nom de son président, de Toussaint Abel Coulibaly, il a démissionné pour rejoindre effectivement le MPP. Donc, c'est en même temps le ministre politique, administratif, politique et technicien. Donc, ils ont cherché quelqu'un pour mettre à ce poste. Mais on attend de voir comment est-ce que les choses vont fonctionner sur le plan terrain. D'accord. Alors, une toute dernière question avant de vous laisser vous retirer. On a le gouvernement qui est constitué, nous le connaissons maintenant, mais quand même, il se dégage quelque chose d'intéressant, un trio sur lequel il serait quand même bien de s'attarder. Nous avons donc Roch, Christophe et Zéphirin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce trio? Roch, Christian et Zéphirin, des anciens ministres, des camarades qui se connaissent très bien. Je dis qu'ils se connaissent très bien, mais il y a on pourrait même ajouter un quatrième, Benouendé Sankara. Aussi. Ils ont fait l'opposition ensemble. Benouendé était chef de file de l'opposition de Diabré. Non, pardon, de Roch, quand Roch était président de l'Assemblée nationale. Diabré était chef de file de l'opposition au moment où Benouendé était dans tous les deux ont été chefs de file de l'opposition de Roch Marc Christian Kaboré, parce que Diabré aussi a été chef de file de l'opposition tout de suite. Donc, les quatre qui se retrouvent, mais les trois, qu'est-ce qu'ils peuvent nous réserver? C'est qu'on attend d'eux, c'est que chacun conduise bien sa mission, sa feuille de route pour un Burkina meilleur, c'est ce qu'on attend. Mais j'ai dit, ce sont des retrouvailles entre anciens camarades de l'ODPMT, du CDP, maintenant de l'UPC, du MPP. C'est juste sur le plan parti politique, ils se sont séparés, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des gens qui se connaissent très bien. Donc, ce sont de belles retrouvailles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant pour nous? C'est ce que nous attendons d'eux. D'accord. En tout cas, on espère que c'est le Burkina Faso qui sortira victorieux. En tout cas, c'est le souhait, parce que le souhait, c'est qu'il fasse mieux pour un Burkina meilleur. C'est ce que nous souhaitons. D'accord. Merci à vous, Bernard Bougma, d'être passé sur notre plateau, mais surtout, merci pour tous ces points. Et en rappel, vous êtes le chef desk politique de 3TV et Watt FM. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci, à très vite. Merci, Bernard. Et nous poursuivons donc ce 13h avec le parti politique, Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité, PDIS-LAFI, qui a tenu ce week-end une assemblée générale à bilan de sa participation aux législatives du 22 novembre 2020. Sur une quarantaine de listes présentées, le parti n'a obtenu aucun député. La rencontre était tout aussi indiquée pour parler des perspectives et de l'organisation des prochaines batailles électorales et municipales. Retenez également que pour des allégations non fondées et contraires au texte, le vice-président... on va passer donc effectivement au reportage sur le parti politique, donc Parti démocratique de l'intégration, de la solidarité, PDIS-LAFIA. Après les résultats du double scrutin du 22 novembre, le PDIS-LAFIA dresse le bilan de sa participation. Aucun député élu pour ce parti membre de la majorité présidentielle. Cet échec électoral n'entame en rien la conviction de ce parti politique créé à peine il y a un an. Nous n'avions pas eu de députés, nous n'avons pas démilité. Nous avons mouillé le maillot sur la base des moyens qui sont propres au PDIS-LAFIA. Nous nous sommes jetés dans l'arène politique. Là où beaucoup ont hésité, nous avions pu présenter 40 listes. Précisément 39 listes provinciales plus la liste nationale. Ce n'est pas rien et ce n'est pas donné à n'importe quel parti de pouvoir le faire.
À cette rencontre bilan, des décisions ont été prises pour une bonne marche du parti. Le vice-président du parti, ayant tenu des allégations non fondées, a été sanctionné. Il écope de 6 mois de suspension et le mis en cause ne nie pas les faits qui lui sont reprochés. Des propos me sont parvenus qu'effectivement, il y avait les moyens et par conséquent, les moyens n'ont pas été mis à notre disposition pour, en tout cas, et travailler conséquemment. Mais ce que je retiens aussi, j'ai eu à échanger avec le président sur un certain nombre de situations. Mais vous voyez, floué par l'échec, on se doit de poser des questions. Alors une suspension que j'accueille avec humilité, et avec courage, mais qui certainement aide l'homme à grandir dans la vie. Le PDS Lafia, à l'heure du bilan de sa participation aux élections, a tiré des enseignements de son score moins satisfaisant. Et pour Camille Firmin-Kombari, président du parti PDS Lafia, le prochain défi reste une participation aux élections municipales. Et c'est une stratégie de regroupement avec d'autres formations politiques qui est envisagée au PDS Lafia pour une participation gagnante aux municipales. Pour ces élections municipales-là, nous avions décidé de revoir nos stratégies. On s'est dit que malgré nos faibles moyens, nous avons pu impacter le pays. Si alors nous sommes unis et qu'on n'est pas gourmand, en essayant de faire un mapping sur le territoire national, nous pourrons alors sédentariser les différentes forces que nous avons, chacun en ce qui le concerne, dans son fief, en formant alors une alliance au sein du PDS Lafia pour en faire un parti fort, un parti où on pourra mettre ensemble nos moyens pour le bonheur des candidats qui seront alors portés par le PDS Lafia pour les élections municipales. Nous pourrons mieux impacter si tout simplement nous arrivons à conjuguer nos efforts, à fédérer nos efforts. Le PDS Lafia a été créé le 16 janvier 2020. Il déplore l'utilisation de moyens disproportionnels entre les partis politiques au cours du scrutin du 22 novembre. Voilà un reportage donc signé Michael Tougri. Et puis le ministère de l'administration territoriale compte dorénavant un nouveau syndicat, celui de l'Alliance Nouvelle Administration. Regroupant plus d'une 900aine de membres, l'association a rendu public son objectif qui est de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs de toute l'administration civile. C'était samedi dernier lors de son lancement officiel avec Abdourahim Nieni. Au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, la cohésion entre travailleurs est mise en mal selon l'adjoint administratif Jean-Pascal Ima. Cette situation est due, selon lui, aux actions du SINACSAB, qui n'est pas là pour défendre l'intérêt des travailleurs, chose qui a conduit ses agents à créer un autre syndicat, qui est l'Alliance Nouvelle Administration Générale ANAG. À sa tête, Jean-Pascal Ima, ancien secrétaire général adjoint du premier syndicat. Ce que nous reprochons à l'ancienne structure, d'abord, c'est le favoritisme. Comme dans votre plateforme revendicative, vous réclamez l'élaboration d'un plan de carrière et en ce même moment, vous proposez des noms pour nomination au poste de CCA. Deuxièmement, nous sommes dans une structure où seule la voix du premier responsable compte. L'ANAG, l'Alliance Nouvelle Administration Générale, se positionne comme défenseur du droit des travailleurs du ministère en charge de l'administration territoriale. Son objectif premier, créer la cohésion entre les agents et répondre aux besoins de tous sans distinction. Nous avons compris qu'on ne peut pas continuer à mentir. D'autres sont en train de dormir sur leur laurier, tandis que la barre est en train de souffrir aux extrémités du Burkina Faso. Donc nous avons estimé qu'il est temps d'œuvrer à une réconciliation véritable entre les administrateurs et le personnel du matériel, de se mettre ensemble
pour réinventer la roue afin de pouvoir avancer. L'ANAG se dit disposée, si nécessaire, à travailler avec l'ancien syndicat pour l'intérêt des agents. À en croire les responsables de cette nouvelle structure, ils sont plus de 900 personnes à avoir déjà affirmé leur volonté d'adhérer au syndicat. Les paroissiens du quartier Tanguin de Ouagadougou sont dans l'allégresse depuis samedi dernier. Une joie qui se traduit par la bénédiction de leur nouvelle église, la paroisse Saint-Guillaume. En plus de la présence de plusieurs autorités, il fallait compter celle du cardinal Philippe Ouedraogo qui a lui-même consacré cette infrastructure au Dieu auquel toute la communauté chrétienne catholique croit. La première pierre de ce lieu saint a été déposée le 9 octobre 2005. Mais les Saintes Écritures ne disent-elles pas elles-mêmes que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps? Serge Bado pour le reportage. Par cette prière, le père de l'église Famille de Dieu au Burkina consacre le bâtiment de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin. Pour le cardinal Philippe Ouedraogo, l'église Maison de Dieu doit être un lieu de prière et de partage de la parole de Dieu qui est lumière du monde. C'est vraiment un don du Seigneur que cette belle église de Tanguin. Nous rendons grâce au Seigneur et nous remercions tous ceux qui ont contribué, les généreuses bonnes volontés à l'intérieur comme à l'extérieur, qui ont contribué à l'édification de ce joyau pour la sanctification du peuple de Dieu. C'est vraiment la maison de Dieu, la maison sacrée, consacrée à Dieu pour la sanctification du peuple, de tous les chrétiens. Et aussi pour les non-chrétiens, parce que la parole de Dieu est pour une lumière qui éclaire tout homme venant en son. C'est comme le soleil, ça éclaire, ça illumine tout le monde sans distinction. Voilà, c'est cela la parole de Dieu. C'est un appel très fort pour que chacun soit un instrument pour accueillir et propager la bonne nouvelle du salut. Pour le curé de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin, Urbain Kendrebego, c'est des sentiments de joie et de reconnaissance qui l'animent. Après plusieurs années d'attente, l'église est enfin consacrée à Dieu. Rien d'autre à partager avec vous que mon chant d'action de grâce uni à celui de la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin. Et nous tous, empruntant au psalmiste sa voix, nous disons: nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Oui, nous sommes venus aujourd'hui dans la joie vers la maison du Seigneur. Nous avons prié et cette œuvre, cet édifice dédié à la gloire de Dieu, nous a tous élevé nos cœurs. Et en union de prière, en communion de prière, nous avons offert toutes nos intentions par le saint sacrifice de la messe et de cette célébration solennelle de la dédicace de l'Église pour glorifier Dieu et pour sanctifier aussi nos vies. D'une capacité de 5000 places, cet édifice dont la pose de la première pierre est intervenue en 2005 a coûté près d'1 milliard de nos francs. Notons que pour cette consécration, une délégation est venue du Ghana afin de partager la joie des fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette sculpture parlante de Laongo, l'amour d'une mère allaitante. Laongo est une commune rurale située dans le département de Zignaré. C'est dans la région du plateau central au Burkina Faso. Je vous donne un rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite de programmes sur 3TV, la télévision interactive.